Bien le bonjour! Tu crois avoir trouvé la voiture d'occasion de tes rêves. Le prix rentre dans ton budget, c'est clairement la configuration que tu cherchais. La couleur, les sièges chauffants, le toit ouvrant. Mais tu ne sais pas comment t'y prendre pour savoir si le vendeur est vraiment honnête et si la voiture est aussi propre que sur les photos. Ça tombe bien, nous, oui. D'ailleurs, on a une voiture avec pas mal de défauts pour te le montrer. Donc aujourd'hui, on va voir ça en 4 étapes indispensables pour ne pas se faire arnaquer sur l'achat d'un véhicule d'occasion. Et la 4e est sûrement celle où il faut faire le plus attention, parce que si tu la fais mal, tu peux avoir des soucis. Donc reste bien jusqu'à la fin. Bienvenue sur le ministère de l'Auto. J'ai failli tomber. Première étape, l'appel téléphonique. Ben oui, première chose indispensable avant d'aller voir une voiture, le contact au téléphone. Ça peut paraître con, mais déjà, est-ce que le courant passe bien? Est-ce qu'il a l'air poli, avenant, honnête? Alors oui, l'honnêteté, tu le décèles pas en un coup de téléphone, mais ça te donne déjà une idée. Bref, vois son comportement au téléphone. Et des fois, le comportement peut refléter l'état du véhicule. Ensuite, pose-lui quelques questions sur la voiture, les vérifications de base. Ça peut t'éviter de te déplacer pour rien. Première chose, demande-lui dans quel état est la voiture, que ce soit carrosserie ou intérieur. Des détails qui ne seraient pas sur les photos. Bon, avant, tu lui as demandé de t'envoyer d'autres photos, évidemment pas que celles qui sont sur l'annonce. Ça permet de voir déjà si c'est une merguez. T'en as, ils ont aucun scrupule, t'as des voitures qui sont explosées. Et ça, tu le vois sur les photos ou au téléphone. En même temps, tu peux sonder un peu la sincérité du vendeur. Parce que oui, s'il commence à minimiser trop les défauts, ça sent pas bon. En revanche, ça peut arriver qu'il ait oublié certains trucs. C'est pas très grave, et en plus, ça te permet d'avoir un levier pour la négociation quand tu seras face à la voiture. Deuxième chose, demande-lui si la voiture a été entretenue. Est-ce que la voiture a un suivi? Si oui, en concession ou en garage indépendant. Est-ce qu'il a des factures qui le prouvent? Parce que s'il en a pas, déjà, c'est pas ouf. Sinon, pour pallier au problème, demande-lui où elle est entretenue et n'hésite pas à passer un coup de fil au garage, ça coûte rien, et le garagiste lui pourra te renseigner. En même temps, n'hésite pas à demander de quand date le dernier entretien. S'il a 1 ou 2 ans selon les modèles, il est bon à faire. Et ça, c'est encore un moyen de négocier. Alors, pareil, ça paraît logique, mais quand même, si c'est l'oncle du pote de la tante du demi-frère qui fait l'entretien, sans facture, même pas de facture des pièces, passe ton tour. Parce que généralement, c'est que c'est juste pas fait. Ou mal fait. Dans les deux cas, c'est ciao. Et les appoints d'huile, c'est pas une vidange. Je vous vois, bande d'escrocs. Escrocs en cul. Troisième chose, et très importante, est-ce qu'il y a un contrôle technique? Et si oui, est-ce qu'il est de moins de 6 mois? Et si oui, est-ce qu'il est en contre-visite? D'ailleurs, la contre-visite, c'est 2 mois pour corriger. Et pourquoi moins de 6 mois? Parce que légalement, t'es obligé de vendre une voiture avec un contrôle technique de moins de 6 mois. Et évidemment, demande-lui de te l'envoyer. Ça, tu pourras le voir. Et c'est mieux. D'ailleurs, pour tout ce qui est check mécanique, on y vient après. Quatrièmement, est-ce que le propriétaire peut t'envoyer l'historique de la voiture? Si tu sais pas ce que c'est l'historique officiel du véhicule fourni par l'État. Et ce truc, c'est indispensable. Et pourquoi indispensable? Bah parce que c'est gratuit. Pour une fois qu'il y a un truc gratuit avec eux, et si c'est gratuit, pourquoi s'en priver? Et en plus, dessus, t'as quand même pas mal d'infos. Tu vas notamment trouver les dates des contrôles techniques, les kilométrages enregistrés, donc si la voiture a un coup de compteur, logiquement, tu vas le voir. La situation administrative, donc si la voiture est gagée, s'il y a une opposition dessus, etc. Enfin bref, si le vendeur refuse de te donner l'historique, soit il est juste flemmard, ça peut arriver, soit il te cache un truc. Et je le sais parce que j'ai acheté une voiture avec un coup de compteur, il n'y avait pas l'historique à ce moment-là, je l'ai acheté quand même et il y avait un coup de compteur. Voilà. Bref, dans le doute, personnellement, s'il veut pas l'envoyer, je laisse tomber après quelques petites tentatives. Cinquième chose, tant que tu l'as au téléphone, n'hésite pas aussi à lui demander pourquoi il vend la voiture. Ça peut paraître futile, mais parfois les gens peuvent se mettre à raconter leur vie et ça peut te donner quelques infos sur la voiture en plus. Et dernière chose importante à demander, est-ce que tu peux essayer la voiture? Ça paraît logique aussi, mais demande quand même, ça peut t'éviter 3-4 heures de route pour rien. Parce que s'il refuse catégoriquement l'essai, oublie. Vraiment, oublie. Parce que faire de la route pour rien, c'est vrai que c'est chiant. Merci, c'était tout pour moi. Deuxième étape, voir la voiture. Donc, comment checker une voiture d'occasion quand tu n'y connais absolument rien? Premier conseil, ne jamais prendre rendez-vous sous la pluie, parce que l'eau risque de cacher certaines rayures, voire différences de couleur entre les éléments de la carrosserie. Jamais non plus dans un parking souterrain. Si c'est le cas, tu fais sortir la voiture. Tu veux la voir en pleine journée, parce que pareil, ça peut cacher certains défauts. Il n'y a que la lumière du soleil qui est révélatrice. Maintenant que tu as la voiture sous les yeux, première chose, tu fais un check visuel. Logique, tu me diras. Donc dans ton check visuel, tu vas commencer par la carrosserie. La carrosserie, qu'est-ce qu'il y a à regarder? Première chose, les écarts. Si tu as un écart qui est différent entre cet endroit-là et cet endroit-là du capot, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il a potentiellement tapé, qu'il n'est pas aligné, ou en tout cas mal remonté. Autre chose avec le capot, n'hésite pas à regarder l'arête centrale, car s'il y a un gros écart, c'est qu'il y a eu un problème. Autre indice à regarder à l'avant, le pare-choc. Là, par exemple, tu peux voir qu'il est légèrement déboîté. Le pare-choc a été au moins repeint, refait ou peu importe. Pour continuer sur la carrosserie, n'hésite pas à regarder l'alignement de tes portes. Regarde, sur celle-là, l'alignement est parfait. Alors que de l'autre côté, on peut voir que la portière n'est pas forcément très bien alignée, donc ça veut dire qu'elle a été potentiellement démontée, repeinte ou éventuellement un choc. Et à l'arrière, n'hésite pas à contrôler l'alignement de ton coffre, que ça soit au visuel ou au toucher. Ok, maintenant que tu as contrôlé toute ta carrosserie, que tout te paraît bon, on va passer au compartiment moteur. C'est embêtant. Vérité, c'est pas grave ça, faut le mettre. Ah.
cassé. Donc, première chose à regarder au niveau du compartiment moteur, voir s'il est trop propre. Alors, si la voiture est très récente, on s'en fout. Ça peut paraître con, mais un compartiment moteur full nettoyé peut cacher de potentiels suintements, voire certaines fuites. Je dis ça comme ça. Donc, pour les vérifications à faire, tu as le niveau d'huile, grâce à cette jauge, ou alors sur certains modèles, ça serait inscrit au tableau de bord. Et d'ailleurs, il n'y a même plus de jauge manuelle sur ces modèles-là. Deuxième chose à contrôler, le liquide de refroidissement. Il y a un maxi et un minimum juste là. Si le liquide se situe entre les deux, ou au moins un mini, c'est bon. Par contre, s'il n'y en a plus, inquiète-toi. Parce que s'il est en dessous du minimum, ça peut être soit une fuite, soit un joint de culasse. Pour lave-glace, pas besoin de contrôler le niveau, t'as juste à regarder dans la voiture si ça fonctionne. Autre petit tips, le bouchon de remplissage d'huile. N'hésite pas à regarder au niveau du bouchon d'huile s'il n'y a pas de la mayonnaise à l'intérieur. Car si tu vois de la mayonnaise à l'intérieur, donc un liquide blanc, ça peut être une suspicion de joint de culasse. Ou alors que le joint du bouchon n'est plus étanche. D'ailleurs, dernière chose pour le contrôle des niveaux, toujours sur un sol plat, moteur froid, minimum 10 minutes sans avoir tourné. Prochain contrôle, les pneus et les freins. N'hésite pas à regarder, voire même à passer ta main sur le pneu pour voir l'épaisseur des rainures, car c'est elles qui t'indiqueront l'usure du pneu. Autre chose, n'hésite pas à tourner les roues pour voir l'usure des pneus, sachant qu'il y a un témoin qui te donnera l'usure exacte. Autre chose d'important à regarder sur les pneus, la date de fabrication, car si le pneu a plus de 5 ans, ça peut être dangereux de rouler avec. À gauche, on a la semaine de fabrication, à droite, l'année de fabrication. Après avoir contrôlé tes pneus, n'hésite pas à contrôler les plaquettes de frein qui se situent derrière la jante. Alors des fois, c'est un peu galère à regarder, donc il faudra sûrement faire confiance au contrôle technique. Dernière chose à regarder à l'extérieur, l'éclairage, ultra important. Que ça soit feu de croisement, plein phare, clignotant, feu stop, n'hésite pas à freiner, allumer, tester. Comme ça, au moins, tu es sûr que ça fonctionne. Et si jamais c'est du xénon et du LED et que tu vois que les couleurs diffèrent entre les ampoules, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et ça peut vite coûter cher. Bon, les contrôles, c'est OK. Clem, t'as quelque chose à rajouter? Oui, c'est vrai qu'on commence à être pas trop mal avant l'essai routier. Mais il manque encore 2-3 petites choses assez importantes. Notamment le numéro de châssis à contrôler sur la voiture. Parce que si c'est pas les mêmes entre celui qui est marqué sur ta carte grise et celui qui est sur la voiture, achète pas. C'est que c'est pas la bonne carte grise ou pas la bonne voiture, ou les deux. Donc, le numéro de châssis, autrement appelé le VIN, est noté en case E sur ta carte grise. Là, juste là, là, juste là, c'est bon? Tu vois là? Et il doit y avoir le même numéro à plusieurs endroits sur ta voiture, comme sur la plaque constructeur par exemple, ou sur le pare-brise côté conducteur, et il doit même être gravé sur le châssis directement. D'ailleurs, celui-là, c'est le plus chiant à trouver. Clem, tu nous montres? Mais bien sûr! Ah, j'ai trouvé, il est là, là. Ouais, c'est un peu galère à trouver des fois, ça peut être n'importe où sur la caisse. Par contre, c'est forcément sur la caisse en elle-même. Aucun élément de carrosserie, que la structure de la voiture. Voilà, bon courage. Parfait. Une fois que ça s'est vu, il reste les factures et le carnet d'entretien, pour être sûr qu'elle a vraiment été suivie. Parfois, ça peut aussi se trouver sur l'ordinateur central de la voiture, comme chez BMW par exemple. Et surtout, n'oublie pas de faire sortir le papier officiel du contrôle technique, au moins t'es sûr. Bon, on est pas mal là. La voiture est propre, les papiers sont bons. Maintenant, étape 3, le plus important, l'essai routier. Et on passe à l'intérieur. Étape 3, l'essai routier. Bien, maintenant on se retrouve dans la voiture. Qu'est-ce qu'on contrôle en statique, là avant de partir? On met le contact. C'est mieux. Je mets le contact. Ensuite, on va vérifier que la voiture démarre bien. La voiture démarre, c'est une bonne chose. Déjà, en première vérification, je dirais, est-ce que tout fonctionne? Donc, est-ce que le klaxon fonctionne? Est-ce que la climatisation va fonctionner? Est-ce que les 4 bus d'aération vont envoyer de l'air? Ouais. Et si on a une climatisation bizone, est-ce que ça va marcher? Donc, est-ce que si on met 16 d'un côté... Parce qu'à gauche, c'est chaud et à droite, ça peut être froid. Ouais, voilà, c'est l'idée globalement. N'hésite pas à tester le son, s'il fonctionne, le Bluetooth, etc. La ventilation. La clim, tu la mets en roulant et après tu mets le chauffage parce que le chauffage, il faut que le moteur chauffe, ça tombe sous le sens. Donc après, c'est à peu près tout. On peut y aller. On va pas hésiter à contrôler le lave-glace pour le coup. On n'hésite pas aussi à vérifier si toutes les vitres fonctionnent, qu'elles se lèvent bien, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. La réserve fonctionne. La réserve fonctionne. La réserve fonctionne. On va tomber en panne. On va tomber en panne, je le sens, je le sens. On n'hésite pas à contrôler ses rétroviseurs, voir si la vitre tremble pas, si le système électrique fonctionne. Donc globalement, on n'hésite pas à être curieux dans l'habitacle, voir si tout marche bien en fait. Ensuite, une fois que tu as fait toutes ces vérifications de base, on peut commencer par l'essai routier plus classique. Et évidemment, tout ça, on va le faire radio éteinte. Parce que sinon, tu pourras pas déceler tous les bruits parasites qu'il pourrait y avoir. On n'hésite pas à baisser le volume, à pas forcément discuter avec la personne et à se concentrer, on va dire, 10 minutes sur la voiture, surtout en ville, un peu de voix rapide quand même, pour entendre tout ce qui est d'éventuels bruits, claques, grondements,
sur un Dodan, une suspension qui va faire du bruit, qui couine, qui claque aussi, un grondement plus à droite, plus à gauche, plus derrière, ça peut être un roulement de roue. Après, un couinement au freinage, enfin, avant que tu freines ou que tu freines pas, ça va être des plaquettes qui vont avoir un peu de poussière. Donc ça, c'est pas très grave à la limite. Alors, couinement au niveau des freins, c'est pas grave. Par contre, tu entends un gros grondement si tu commences à mettre le pied sur le frein. Là, ça va devenir grave. Et c'est qu'il y a eu un petit micmac avec le contrôle technique, globalement. Et c'est que les plaquettes, elles sont sur la ferraille. Pour tous ces tests-là, on n'hésite pas à aller en ville, on passe sur du Dodan, on braque, on fait un demi-tour sur un parking, peu importe, il faut vraiment mettre la voiture dans toutes les conditions. Ensuite, une fois que tu as fait tous tes bruits parasites, n'hésite pas à contrôler la boîte de vitesse et l'embrayage. Et pour ça, il y a un test assez simple à réaliser. Il faudrait se mettre à l'arrêt, par contre, pour le faire. Je t'écoute pour le test. Alors, tu débrayes. Je débraye. Tu passes la troisième. La troisième. Pied sur le frein. Pied sur le frein. Et tu vas enlever doucement le pied de l'embrayage. Ouais. Et tu vois si ça patine. Normalement, la voiture est censée caler assez rapidement. La voiture a calé. L'embrayage est assez bon. Ensuite, au redémarrage, n'hésite pas à contrôler ta boîte de vitesse. La première qui accroche bien, la deuxième aussi. Et globalement, essayer tous les rapports. Hein. Bah, de toute façon, si de manière générale, tu sens qu'aucun rapport accroche, C'est qu'on est plutôt pas mal. c'est qu'on est plutôt bien. Si c'est assez fluide, etc., il n'y a aucun problème. Pareil, au niveau de ta pédale d'embrayage, quand tu viens embrayer, donc lever ta pédale, si jamais tu sens que la course de la pédale, c'est-à-dire que tu lèves à peine ton pied, l'embrayage accroche, c'est que tu as potentiellement un problème au niveau de ta commande d'embrayage. Donc fais attention avec ça. Une fois que la boîte de vitesse et l'embrayage c'est contrôlé, on passe au freinage. Globalement, pour contrôler le freinage, tout simplement la sensation que tu as au moment où tu mets le pied sur le frein. Si la pédale s'enfonce, c'est qu'il y a un problème. Ah, c'est qu'il y a un problème. Déjà. Donc une fois que tu as freiné, que la pédale ne s'enfonce pas, que ça freine correctement, n'hésite pas à faire au moins une fois un gros freinage pour bloquer les roues et tester l'ABS. Il faut sentir une espèce de vibration au niveau du pied. Si tu sens cette espèce de vibration et que la voiture ne bloque pas, c'est que l'ABS fonctionne. De manière générale, si tu as un problème d'ABS, tu as le voyant. Dernière chose sur le freinage, les disques voilés. Là, pour le repérer, ça va être assez simple. Tu vas freiner doucement, à entre 80 et 100 km/h, ça suffira. Et si tu sens une légère vibration sur ta pédale de frein, c'est que les disques sont potentiellement voilés. Faudra prévoir le remplacement des disques. Ok, les freins c'est bon. Maintenant, on va passer à la direction. C'est ma direction! J'adore l'humour! Mais qui dégage? Changez-le! Donc, comment contrôler si ton volant roule droit, etc. Parce qu'il y a des choses à voir. Première chose très simple, ligne droite, tu lâches ton volant, tu regardes où va la voiture. Si tu sens la voiture se déporter très légèrement, ça va, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la route a un dévers. Mais en tout cas, voilà, tu lâches le volant, et si jamais tu lâches le volant et que tu sens que la voiture tire à droite ou à gauche instantanément, c'est que tu as potentiellement un parallélisme à faire. Deuxième chose à regarder, est-ce que ton volant est droit? Ça peut paraître con, mais des fois, un volant mal aligné n'est pas droit. Moi, je sais que sur la C3, tu lâches, il est légèrement sur la gauche. Ce qui n'est pas dramatique en soi, mais ça fait toujours quelque chose pour négocier. Et dernière chose à contrôler sur le volant, est-ce qu'il vibre? Parce que la vibration est souvent due à l'équilibrage des roues. Tout à fait. La vibration pour l'équilibrage des roues, globalement, on la ressent entre 80 et 120 km/h. Voilà. Et pour le déceler, c'est assez simple, c'est tout simplement le volant qui va faire ça. Bah, tu sens le volant faire brrrr, comme ça, ouais. Ça. Par contre, si c'est la voiture qui tremble, là, c'est plus un équilibrage. Ça peut être une jante voilée. Par exemple. Une jante voilée. C'est emmerdant. Bon, on a vu le volant, les freins, la boîte, etc. On va peut-être voir quand même quelque chose de très important, le moteur. Première chose à contrôler sur un moteur, l'accélération. T'accélères, tu regardes le comportement du moteur. Faut pas que tu aies de sensation de trou à l'accélération. Voilà. Paquet de ratés. Paquet de ratés, etc. Une voiture de nos jours, maintenant, ça démarre, il n'y a aucun problème. Ouais. Pareil, truc con, mais ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure pour le moteur, quand on contrôlait le moteur, quand tu démarres, dehors, tu écoutes le moteur, voir s'il n'y a pas de claquement, truc bizarre, enfin voilà. Une fois que tu as pris tes tours, vérifie qu'il n'y ait pas d'odeur qui s'échappe de la ventilation. Qu'il n'y ait pas d'odeur de cramé, par exemple, ou de liquide de refroidissement. Ça peut donner une indication de fuite. Quand tu roules avec la voiture, n'hésite pas à jeter un œil dans le rétro, voir si elle fume pas. C'est bête, mais il y a je sais pas si tu as déjà croisé les voitures qui puent la mort et qui te prend le nez, t'es là, tu fermes toutes tes bouches d'aération, ça te rend ouf. Donc là, pareil, t'achètes pas. Une fois qu'on a fini tout ce qui est essai routier et que l'essai est concluant, que tout est bon pour toi, une fois que tu t'arrêtes, n'hésite pas à jeter un œil sous la voiture pour voir s'il n'y a pas de fuite, quoi. Liquide de refroidissement, huile, vraiment dans le doute. À ce moment-là, normalement, tu sais si tu veux acheter la voiture. Alors surtout, n'hésite pas si tu veux négocier un peu. Et une fois que ça c'est good et que tout le monde y est content, on passe à l'étape bien relou que personne n'aime faire, mais c'est sûrement la plus importante, celle où il faut vraiment éviter de te tromper parce que ça t'évitera un paquet d'emmerdes. Et avant cette quatrième étape, abonne-toi, ça serait cool, merci! Étape 4 est sûrement la plus importante,
les papiers de vente. Donc, comment faire ces papiers d'achat sans se tromper? Déjà, la situation administrative, le certificat de non-gage. Pourquoi? Parce que déjà, c'est bien de savoir s'il y a une procédure sur ton véhicule, parce que ça va littéralement t'empêcher de faire ta carte grise. Et aussi parce que, de toute façon, c'est obligatoire. Il est fourni soit via l'Histovec, ou directement par le certificat de situation administrative disponible en ligne. Et ce papier, il doit être daté de moins de 15 jours. De préférence, le vendeur doit le faire devant toi, comme ça il est daté du jour de la vente, quoi. En plus, c'est un papier qui prend 5 minutes à faire, donc hésite pas. Une fois que ça c'est bon, on passe au CERFA, les papiers de vente, plus communément appelé le certificat de cession. Là, t'as juste à suivre les étapes indiquées sur les lignes. Si t'es pas trop débile, tu devrais t'en sortir facilement. Tu as même dessus écrit directement là où il faut aller chercher l'information sur la carte grise, avec les cases là. Autre chose très importante, il y a 2 papiers, un pour l'acheteur, un pour le vendeur. C'est écrit en haut à droite de la feuille. Exemplaire numéro 1, vendeur, exemplaire numéro 2, acheteur de mémoire. Ensuite, la carte grise. En fait, le vendeur doit barrer sa carte grise, la signer et mettre la mention « vendu le » avec la date et l'heure de la cession. Et attention, mais la même date et la même heure que sur les papiers de cession, parce que sinon ça pourrait bloquer sur la NTS. Et enfin, la déclaration de cession à faire sur la NTS. La NTS, c'est le site là, voilà, celui-là, qui doit être fait dans les 15 jours après la cession. Alors ça, c'est au vendeur de le faire. D'ailleurs, je te conseille vivement de le faire avec lui le jour de l'achat, 15-20 minutes, c'est pas la fin du monde, au moins c'est fait, et en plus, comme ça, il va pouvoir te remettre le code de cession qu'il aura à la fin de la procédure, directement le jour de l'achat. Et ce code, il va te permettre de faire la carte grise plus rapidement, toi aussi, sur la NTS. Après, au pire, si t'as pas le code, il y a d'autres solutions, comme passer chez un professionnel, mais forcément, ça coûte un peu plus cher. Mais au moins, t'auras pas besoin du code. Bon, une fois qu'on a tout ça, on est pas mal. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, ce serait cool, merci. Très gentil, quoi. Et puis comme ça, je te fais un petit récapitulatif de ce que tu dois avoir avant de repartir. La première chose, c'est la voiture. Parce que si tu l'oublies, c'est con. T'as peut-être lâché 10, 20 000 balles pour ça, et tu pars pas avec. Bon, c'est emmerdant, quoi. Ensuite, les factures. Important aussi. Le carnet d'entretien, le contrôle technique daté de moins de 6 mois, la carte grise barrée, ton certificat de non-gage, et le certificat de cession. Et évidemment, on n'a pas parlé, mais normalement, t'as pensé à t'assurer avant de partir. Pareil, logique. Pas pour tout le monde, mais normalement, c'est logique. Ah oui, aussi, tu peux avoir des rappels constructeurs. Donc, n'hésite pas à appeler un concessionnaire de ta marque. Parce que s'il y a quelque chose à faire, ça te coûtera rien, mis à part du temps, mais à la limite, ça, c'est pas trop grave. Et au moins, t'auras une voiture en bon état. Parce que, par exemple, je sais pas si t'as entendu parler des airbags Takata, là, dernièrement. Les trucs qui t'explosent à la gueule, là. C'est pris en charge par les constructeurs. Parce que rester avec ça, c'est pas ouf, quoi. Globalement, tu peux crever, finalement. Bon, t'as peu de chance, mais dans le doute, fais-le changer. Et étape bonus, je sais pas si t'es au courant... Raconte pas ta vie, c'est bon, on leur a tout dit. On ferme, ça y est. Abonne-toi, c'est ciao!